Salut à toutes et à tous. Dans ce nouveau dossier, nous allons explorer la face cachée d'Internet. Oh, bien sûr, on aime tous Internet. C'est pratique, c'est ludique, c'est rapide. Ça permet d'avoir plein d'informations et de communiquer aussi avec des amis dans le monde entier. Seulement voilà, lorsque nous surfons sur Internet, nous divulguons aussi, souvent sans le savoir ou à notre insu, de nombreuses données personnelles liées à notre vie privée. Nom, âge, adresse, nos goûts aussi en fonction de nos habitudes de connexion, notre localisation et bien d'autres données privées. Alors l'objectif de notre dossier, c'est de savoir comment mieux nous protéger. Mais avant toute chose, essayons de comprendre où, comment et vers qui circulent nos données personnelles. C'est le premier volet de notre enquête. Regardez. Ça y est, je viens de m'inscrire sur le forum de l'Esprit Sorcier. Ça veut dire que Fred peut me parler? Oui, Fred et son équipe connaissent maintenant ton adresse mail. Alors, attention aux informations que tu donnes sur Internet, car cette adresse, c'est ce qu'on appelle une donnée personnelle, c'est-à-dire une information qui te concerne. Les données personnelles, c'est donc ton adresse mail, mais aussi ta date de naissance, ton adresse postale, ton numéro de téléphone ou ta photo de profil. Bref, tout ce qui peut permettre de remonter jusqu'à toi. D'accord, mais toutes ces données, elles sont sur mon ordi ou ma tablette. Je peux donc les effacer quand je veux, non? Pas du tout, elles voyagent. Lorsque tu navigues sur des sites web ou que tu utilises des applications connectées sur ton smartphone, tes données sont transmises à des serveurs web ou des services informatiques du réseau Internet. Ce sont de gros ordinateurs sur lesquels sont stockés les sites Internet ou les applications, un peu comme une grande bibliothèque numérique. Il existe différents serveurs selon l'endroit où passent tes données. Par exemple, il y a des serveurs pour le courrier électronique ou des serveurs pour le transfert de fichiers. Tu sais, quand tu télécharges une musique. Tous ces serveurs récupèrent des données depuis ton ordinateur ou ton smartphone. Waouh, il s'en passe des choses derrière mon ordinateur entre Internet et moi. Et les données collectées, elles sont stockées longtemps? Oui, mais la durée de conservation des données dépend du type d'information et de leur utilité. Par exemple, lorsque tu achètes un billet de train en ligne, les coordonnées de ta carte bancaire sont conservées uniquement le temps du paiement. En revanche, lorsque tu t'inscris sur un site web, ton adresse mail et toutes les informations que tu as données peuvent être conservées jusqu'à ta désinscription. Finalement, tes données sont stockées jusqu'à ce qu'elles ne soient plus jugées utiles par le site. C'est la loi. Et comment elles sont récupérées, ces données? De plusieurs manières. Par exemple, dès l'instant où tu ouvres ton navigateur Internet comme Chrome, Firefox ou Explorer, des données sont collectées. Ça peut être le nom de ton navigateur, la version que tu utilises, le modèle de ton ordinateur ou de ton smartphone, et même la taille de ton écran. Mais tout ça, on ne le sait même pas. Et pour les autres manières, ça se passe comment? Il y a les fameux cookies. Et rien à voir avec les biscuits. Ce sont de petits fichiers texte déposés sur ton ordinateur par les différents sites web que tu visites. Ces cookies récoltent des informations comme la date de connexion, la langue que tu utilises ou ce que tu mets dans ton panier quand tu fais des achats en ligne. D'ailleurs, si tu interromps tes courses et éteins l'ordinateur, le panier est sauvegardé grâce aux cookies. Quand tu retournes quelques jours plus tard sur le site de vente en ligne, le panier est toujours rempli sans que tu l'aies enregistré. C'est la magie des cookies. Ah oui, je vois. Parfois, il y a même un message qui s'affiche sur les sites web et qu'on doit accepter pour autoriser les cookies. Exactement. Et mis à part les cookies, bien souvent, nous donnons nous-mêmes notre accord à la collecte de données. C'est le cas lorsque tu t'inscris sur un site web. Tu sais, les fameuses conditions d'utilisation, ces textes interminables qu'on est censé lire et qu'on accepte souvent sans même y faire attention. Eh bien, en fait, ils permettent aux entreprises de récupérer tes données en toute légalité. D'accord, mais toutes ces données, alors, elles servent à quoi? Par exemple, quand tu regardes des vidéos en ligne, cela permet au site de te recommander d'autres vidéos qui pourraient t'intéresser. Mais ces informations se vendent aussi à des entreprises. Ainsi, elles peuvent mieux te connaître et t'envoyer de la publicité ciblée. C'est le cas de Google ou de Facebook, par exemple. Tiens, tu as remarqué les lunettes de soleil que tu cherchais sur un site marchand hier? Elles apparaissent aujourd'hui dans un coin de ton écran sur Google. Mince alors, pas facile d'être incognito sur Internet. Et comment faire si mes données sont utilisées par de mauvaises personnes? Rassure-toi la petite voix. La loi oblige ceux qui collectent des données personnelles à prendre toutes les précautions pour les protéger et empêcher que d'autres personnes y aient accès. Mais bien entendu, le risque zéro n'existe pas. Alors un conseil, limite les informations que tu donnes sur les réseaux sociaux, les forums ou les jeux en ligne. Compris. Et elles sont protégées comment, les données? Regarde sur le site de l'Esprit Sorcier. L'adresse internet commence par les lettres HTTPS.
Et à côté, il y a un petit cadenas, ce qui signifie que le site est protégé. Tes données sont chiffrées, c'est-à-dire illisibles, pendant leur voyage. Mais attention, lorsqu'elles arrivent sur le serveur, elles sont déchiffrées. Si le serveur est mal sécurisé, il pourrait y avoir des risques de piratage. Ok, la prochaine fois que je vais sur Internet, je réfléchirai à 2 fois avant de partager mes données. C'est inimaginable le nombre de données personnelles, le nombre d'informations privées que nous diffusons en permanence sur Internet, souvent sans le savoir. Tenez par exemple, lorsque nous sommes à la maison et que nous utilisons des objets connectés, ça peut être un ordinateur, une tablette, un smartphone, une lampe connectée ou encore une caméra. Eh bien, tous ces objets reçoivent des informations de l'extérieur, mais ils en émettent aussi beaucoup vers l'extérieur via notre box qui, d'une certaine façon, dévoile notre vie privée sur Internet. Si, démonstration. Donc l'idée, c'est de faire quoi? C'est de regarder aujourd'hui que fait le smartphone. C'est le principal objet connecté qu'on a dans notre maison et c'est aussi celui qu'on emmène partout. Donc première chose, on va tout simplement se connecter depuis le smartphone sur votre box ADSL. Et là, on voit, sans rien faire, sans aucune manipulation particulière, on voit que mon smartphone initialise un certain nombre de connexions vers l'extérieur. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 connexions. Donc je vais utiliser un navigateur Internet. Voilà. Et par exemple, je vais me connecter sur un journal. Donc là, on a vu que déjà, il y a une connexion qui s'est ouverte. C'est le moteur de recherche qui s'est connecté pour trouver l'information. Là, je sélectionne le journal vers lequel je veux me connecter. Et là, vous avez des tonnes et des tonnes d'informations qui sont propagées vers l'extérieur et des acteurs de l'extérieur qui viennent aussi se connecter sur votre smartphone. Ah ça, c'est déjà très intéressant à savoir. Mais à qui toutes ces informations peuvent-elles bien servir? Poursuivons. À qui servent ces informations? Elles servent à tout un tas de gens. D'abord, elles servent au site vers lequel vous vous connectez pour savoir comment vous comportez face à leur page. Mais elles servent aussi à des gens qui font du market et de la vente, du commercial, donc de ce qu'on appelle de l'e-commerce. Elles servent aussi à des statisticiens. Elles servent aussi à malheureusement, aux GAFA pour faire de ce qu'on appelle de l'analyse du big data, donc de l'analyse comportementale. Vous êtes suivi, archivé, espionné. Ah oui, quand même, c'est pas très rassurant. Et ce n'est pas tout, car malheureusement, les objets connectés que nous achetons, bien souvent, ne sont pas sécurisés. Ça veut dire que les flux d'informations partent directement vers l'extérieur, on ne sait pas trop où exactement. Et lorsqu'il s'agit d'une caméra, que peut-il se passer? Voyons voir. Là, j'ai sorti une caméra, je l'ai connectée sur mon infrastructure de la maison. Et là, on voit l'identifiant numérique de ma caméra et on voit toutes les connexions qui sont initiées depuis la caméra vers l'extérieur. J'en prends une au hasard, je prends cette connexion-là, ici. Donc là, c'est une adresse IP d'un site extérieur et j'essaie de savoir qui est cette entité-là. Et en fait, on s'aperçoit que cette adresse IP-là est tout simplement localisée en Chine. Après, la question de savoir, c'est quelles sont les données qui sont publiées depuis cette caméra vers le serveur localisé en Chine. Dans le meilleur des cas, c'est juste la caméra qui envoie son identifiant en disant « Eh bien, je m'appelle la caméra X et je suis localisé en France ». Mais dans le pire des cas, ça peut être aussi l'ensemble des vidéos qui sont prises par la caméra qui sont envoyées vers l'extérieur. Donc en fait, aujourd'hui, on peut très bien avoir un espion chez nous sans qu'on le sache. Voilà pour la démonstration de nos ingénieurs. Mais bon, du calme, ne tombons pas dans la paranoïa, car heureusement, ils ont aussi des solutions à nous proposer. Comment est-ce que je peux me protéger par rapport à ça? C'est extrêmement compliqué. Donc première solution, c'est de s'assurer de la déontologie associée à l'objet connecté dans ce qu'on appelle les CGU, les conditions générales d'utilisation associées à l'objet. La plupart du temps, on ne les lit jamais parce qu'elles sont très très longues, très fastidieuses et donc on fait toujours OK, on accepte. La deuxième solution, c'est éventuellement de mettre en place des systèmes comme ce qu'on est en train de concevoir, qui s'appellent des solutions Ozone. Et donc l'idée, c'est de récupérer l'ensemble des flux issus des caméras, des smartphones, des lampes, des pèse-personnes, d'analyser l'ensemble de ces flux, de savoir vers qui ces flux sont dirigés, et ensuite de savoir aujourd'hui quelle est la nature des flux qui sont envoyés, de façon à pouvoir se protéger et, gérer, entre guillemets, protéger sa vie privée et se garantir et se prémunir des risques potentiels associés au numérique. Ce boîtier-là, donc, vous avez un côté vers le réseau, donc vers votre box ADSL, et l'autre côté vers l'ensemble des objets connectés. L'idée principale, c'est surtout qu'il ne faut pas nuire au fonctionnement de l'objet. Par contre, on va
enlever tous les flux qui ne servent pas, tous les flux qui sont de l'espionnage, la traçabilité associée à l'individu ou à l'objet. Quoi de plus simple aujourd'hui que de télécharger une application sur son smartphone? Des applis, il en existe des milliers, c'est très pratique et bien souvent, c'est gratuit. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est que lorsque l'on installe une application, on donne aussi des droits, des autorisations si vous préférez, pour permettre à l'entreprise qui nous offre l'application d'accéder librement à de nombreuses données personnelles de nos smartphones. Bref, d'une certaine façon, nos téléphones portables nous espionnent. Vous en voulez la preuve? Eh bien, prenons l'exemple d'une célèbre application de navigation. Regardez bien. Alors, on va prendre l'exemple de Waze et on va regarder à quoi Waze a accès. Donc, quand on regarde les conditions d'utilisation de Waze, Waze a accès aux contacts, à l'agenda, au contenu des SMS, aux photos, au contenu de la mémoire, donc je dirais à l'intégralité de ce qui est sur le téléphone. C'est fait systématiquement avec notre accord. C'est-à-dire que Waze, lorsqu'on installe l'application, va lister, on va dire, toute une série d'actions qui vont être faites avec les informations du téléphone et va demander le consentement, l'autorisation de la personne. Ils peuvent par exemple prendre le contrôle de la caméra du téléphone. C'est-à-dire que moi, si je viens là... Typiquement, on va ici avec la caméra, et ben voilà, on a en direct la photo de Fred. Voilà. Donc non seulement Waze peut avoir la photo, mais peut également écouter avec le micro du téléphone tout ce qui se passe autour du téléphone, en permanence. Alors, autre exemple, la lecture des SMS. Donc je viens d'envoyer un SMS pour souhaiter un joyeux anniversaire ou pour envoyer un mot tendre, et ben voilà, Waze peut tout récupérer. Alors on imagine bien qu'ils ne vont pas le faire pour tout le monde, mais potentiellement, ils peuvent le faire à n'importe quel moment pour n'importe quelle personne, pour une finalité qu'on ne connaît pas forcément. D'accord. Et Waze n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres applications. Mais dans ce cas précis, où vont mes informations personnelles? Très personnelles même, comme on l'a vu. A priori, ça va aux États-Unis, donc dans leurs immeubles ou dans leurs centres de données. Après, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Ils peuvent l'utiliser pour faire de la publicité, pour le transmettre à des partenaires qui vont faire de la publicité ou qui vont faire de l'analyse de données, donc du big data, pour faire ce qu'on appelle du profilage, donc savoir un petit peu mieux qui sont les utilisateurs. Alors on a toujours le droit de se désinscrire, mais on est toujours dans une loi du tout ou rien. Si on essaie de bloquer à minima une application sur certaines autorisations, ce qu'on observe, c'est que l'application ne fonctionne plus. Voilà pour le constat. Et à partir de là, les ingénieurs de cette start-up ont développé une application qui s'appelle Loopap, une application gratuite et éthique qui a pour seul but de nous informer sur le degré de sécurité et de confidentialité de nos smartphones en fonction des applications que nous téléchargeons. Grâce à Loopap, on a mis en place un système de notation de confiance des applications. Les critères de notation, c'est à quoi une application accède. Alors, les notes vont de 0 à 20 et donc on donne en conséquence une moyenne pour le téléphone. On a par exemple là une alarme ou un jeu pour enfants avec des chansons qui n'utilisent pas du tout les données personnelles du téléphone. Et on a d'autres applications, au contraire, pour des réservations, pour des réseaux sociaux, pour des applications de conservation qui, souvent américaines, vont demander accéder à l'intégralité du téléphone. Du coup, on va découvrir qu'il y a certaines applications qui sont très très permissives. Du coup, on va se dire, hop là, d'un seul bouton, on peut la supprimer en disant ça suffit, je ne veux pas m'en occuper. Donc l'idée, c'était vraiment de réfléchir à la bonne manière de rendre responsables les gens. Et après, je dirais, chacun est libre. C'est ce qu'on disait avec Waze. Donc, à la limite, une fois qu'on sait que Waze accède à tout, on peut dire, j'utilise malgré tout Waze parce que j'en ai besoin pour m'orienter avec ma voiture. Ou bien d'autres vont dire, oui, là, ça va peut-être un peu trop loin, je vais essayer de me débrouiller autrement avec des applications qui demandent moins d'accès ou bien avec des applications qui vont faire moins de services. Vous connaissez certainement ce vieux proverbe « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Eh bien aujourd'hui, ce proverbe prend aussi tout son sens sur les réseaux sociaux. Et oui, en fonction des amis que nous avons par exemple sur Facebook, en fonction aussi des pages que nous likons, il est désormais possible, grâce à des algorithmes, de tout connaître d'une personne, de vous, de moi, même ce que nous ne souhaitons pas dire ou révéler publiquement sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous démontre cette équipe de chercheurs. Regardez.
Et oui, si votre profil est incomplet ou que vous gardez volontairement certaines informations privées, il est quand même possible de les retrouver. Comment? Grâce à des algorithmes qui analysent les pages que vous et vos amis aimez. Et ça, c'est justement ce que fait cette équipe de chercheurs. Tiens, prenons un exemple. On l'appellera Mouton. On va collecter la liste de ses amis et la liste des pages aimées par lui et ses amis. D'accord? Par exemple, ici, on voit que ses amis aiment des personnalités publiques. Ses amis aiment de la musique. À partir de ces informations, on va essayer d'aller vers des informations cachées par l'utilisateur. Dans notre cas, c'est les pages politiques aimées par notre utilisateur Mouton. Donc, notre système va essayer de trouver des liens, des régularités dans le comportement. Si les amis de Mouton ont aimé une musique et en parallèle, ils ont aimé une personnalité politique et s'ils partagent les mêmes goûts musicaux que Mouton, il y a de fortes chances que notre utilisateur Mouton aime la même personnalité politique. Et figurez-vous que les résultats sont fiables à 70%. Pas très rassurant, surtout que les réseaux sociaux disposeraient d'outils similaires. Ils seraient donc capables de déduire des informations que vous ne souhaitez pas dévoiler. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà remarqué, quand on vous propose d'ajouter de nouveaux amis, ils ont souvent les mêmes goûts que vous. Bon, et quelles sont les autres informations qui pourraient être révélées? L'utilisateur, il peut cacher son genre, si c'est masculin ou féminin. Il peut également cacher son statut social ou son orientation sexuelle. Ça, on peut le retrouver, il suffit de regarder le comportement de l'utilisateur avec son voisinage. Et là, ce ne sont que quelques exemples. Alors, imaginez si, en plus des réseaux sociaux, des entreprises étaient aussi capables de déduire des renseignements sur votre vie privée, comme votre opinion politique ou votre religion. Dans certains cas, ça pourrait vous porter préjudice. L'exemple typique, c'est une personne qui postule pour un poste de travail. Elle passe un entretien. Par la suite, le recruteur peut utiliser nos outils ou nos algorithmes de manière illégale pour extraire des informations qui ne sont pas requises pour le poste, pour essayer d'avoir un profil plus large de la personne. Et donc, sur la base de ces informations, il va essayer de prendre une décision pour recruter ou non la personne. Mais vous, en tant qu'internaute, vous ne connaissez pas l'image qui peut ressortir de votre profil. Et dans ce cas, il est difficile d'identifier quels sont les éléments sensibles de votre vie privée que vous devez protéger. Heureusement, les chercheurs ont pour objectif de sensibiliser et d'aider les internautes à interagir plus prudemment avec les réseaux sociaux grâce à leurs algorithmes. Les outils qu'on a développés, on va les mettre à disposition d'un utilisateur lambda pour que cet utilisateur puisse avoir une certaine vision de ce qui se passe dans son entourage. Autrement dit, quelles sont les informations qu'il n'a pas publiées et qu'on peut déduire et qui pourraient être préjudiciables par la suite pour lui. Pratique! Comme ça, vous serez alerté sur l'image que renvoie votre profil. Si ça vous convient, tant mieux. Sinon, libre à vous d'agir en brouillant les pistes. La Fondation Maïf travaille depuis de longues années sur le risque en général et sur la prévention des risques. Et aujourd'hui, on est en train de vivre une mutation assez profonde puisqu'on est en train de passer d'un monde très matériel à un monde très digital, très immatériel. Et finalement, ce qu'on protégeait dans ce monde matériel, nos biens quotidiens, notre vie privée, nos objets, basculent dans un monde immatériel, donc un monde digital. Et évidemment, la protection, l'assurance autour des risques, autour de ces biens immatériels, va se poser, est en train de se poser. Et donc, on travaille sur la connaissance de ce basculement pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour essayer de mieux protéger les gens. Alors concrètement, hier, on avait des CD, des albums photos, on avait des collections de films ou des objets de collection. Aujourd'hui, on utilise Netflix, on utilise iTunes, on a des albums photos virtuels et finalement, la valeur qu'on avait dans ces objets-là et qu'on protégeait via de la sécurisation, par exemple, de la maison ou de l'habitat, demain, il va falloir la protéger via une sécurisation digitale parce que tous ces éléments, finalement, vont être sécurisés dans un monde digital. Alors ce risque, il est déjà là et les travaux de recherche qu'on soutient le démontrent, qu'il s'agisse d'objets connectés, qu'il s'agisse de réseaux sociaux, qu'il s'agisse d'applicatifs sur les smartphones. Mais on a un problème de prise de conscience du citoyen sur ces fuites de données. Et nous, on souhaiterait, à minima,
qu'il y ait un accord vraiment éclairé sur ces fuites de données pour que les citoyens puissent choisir et aient aussi conscience des risques qu'ils prennent. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont des pratiques marketing très développées sur la donnée, avec de la revente de données et quelque part une connaissance de l'individu sur le plan de ses caractéristiques d'acheteurs qui sont très très fortes, mais on pourrait très bien imaginer demain voir se développer des systèmes beaucoup plus négatifs, beaucoup plus frauduleux autour du ransomware, autour de la vente de données à des fins malveillantes ou autour de l'usurpation d'identité. Et évidemment, à ce moment-là, les citoyens se retrouveront assez démunis, ils seront ravis d'avoir quand même des services pour les protéger, pour les aider à retrouver ce qu'ils ont perdu, ou pour éviter tout simplement que ça ne se produise. Et aujourd'hui, on voit se développer ces phénomènes. Évidemment, c'est un sujet nouveau, complexe, il va falloir le défricher, il va falloir prendre des risques. Je pense que des acteurs iront sur ce terrain-là, mais ils ne pourront y aller que lorsque les consommateurs de ces outils en ligne auront compris, auront réalisé ce qui se passe derrière leurs écrans et les risques qu'ils peuvent prendre. Alors bien entendu, les régulateurs travaillent là-dessus pour limiter ces risques, notamment la CNIL, mais ce n'est pas simple parce que ça va très très vite et d'autres acteurs pourront peut-être apporter des solutions. Il y en a déjà qui, aux côtés des assureurs, travaillent sur ces solutions de cloud privé, de gestion de données, de vente de données, mais ça reste un univers extrêmement mouvant et les solutions techniques ne sont pas si simples à développer. Sur Internet, comme dans la vie en général, il y a des petits gestes, des réflexes qui peuvent nous éviter bien des désagréments. Éviter par exemple d'être piratés ou encore de voir nos données personnelles nous échapper. Voici les principaux conseils, les principaux gestes qui nous permettent de mieux nous protéger lorsque nous utilisons Internet. Alors un bon mot de passe, c'est d'abord un mot de passe le plus long possible, avec 12, 14, 16 ou 18 caractères, voire plus. À l'intérieur de ces caractères, il faut qu'il y ait des chiffres, des lettres, si possible aussi des caractères spéciaux. L'idéal aussi pour les mots de passe, c'est de les mettre dans ce qu'on appelle un coffre-fort numérique, donc avec une clé, une grosse clé qui va être très sécurisée, qui donnera accès ensuite à des petites clés qui peuvent l'être moins. Un coffre-fort de mots de passe, c'est comme une enveloppe. Donc il y a une clé qui permet d'ouvrir l'enveloppe, et à l'intérieur de l'enveloppe, on met plein de petites clés qui peuvent être du coup moins sécurisées. Mais elles sont protégées par la grosse clé, par la grosse enveloppe. C'est des mots de passe qui vont être sur le site bancaire, sur le site d'achat d'applications, le site de tout ce qu'on peut acheter sur Internet, etc. Mais du coup, on va s'autoriser de ne donner l'accès à tous ces mots de passe que par une sécurité complète. Il existe des coffres-forts parfois qui sont gratuits, qui sont à disposition, qu'on peut télécharger, installer. Et du coup, après, c'est très simple d'utilisation. C'est plus facile de retenir une seule clé qui va faire, par exemple, 20 caractères ou 30 caractères, et à l'intérieur de mettre toutes les petites clés, plutôt que de retenir 50 clés. Voilà. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un gros mot de passe et de ne pas retenir les autres. Alors, la fiabilité des coffres-forts est toujours sujet à débat, mais ils sont plus compliqués à craquer que de laisser des mots de passe en clair à droite à gauche. Alors, les sites sécurisés, généralement, utilisent des protocoles, ce qu'on appellerait HTTPS. Dans la barre de navigation, dans la barre de recherche, à côté du HTTPS, il y a un petit cadenas. Et la présence de ce cadenas permet de donner des garanties, comme quoi le site est bien sécurisé. Le protocole permet de faire transférer l'information d'un endroit à l'autre, sans que personne ne puisse le lire au milieu. C'est-à-dire qu'il y a un chiffrement de l'information qui passe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en clair, elle ne peut pas être lue par n'importe qui. Alors c'est comme un tunnel. Et en fait, il y a deux sortes de tunnels. Il y a les tunnels qui sont transparents, on peut voir à travers. Et il y a les tunnels où c'est protégé par une enveloppe, donc le protocole HTTPS, où c'est chiffré, donc on ne peut pas lire à l'intérieur du tunnel. Les cookies sont des tout petits fichiers texte qui sont très utiles en fait à la navigation. Ils servent pour les sites web à éviter d'avoir par exemple à retaper un mot de passe, à savoir que c'est vous qui souhaitez revenir sur le site et ils embarquent automatiquement plein de petites données qui vont être utiles pour le serveur pour pouvoir rendre le site très agréable. Le problème c'est quand on va venir voler ce cookie et qui va servir justement à des malfrats pour usurper votre identité lorsque vous êtes en train de vous connecter
à un site. Et tant que vous n'êtes pas déconnecté, je peux me mettre en même temps que vous à regarder vos mails et ainsi de suite. Et quand je parle de déconnexion, effectivement, c'est très important. La déconnexion sur un site internet, c'est pas la petite croix en haut à droite que l'on a sur notre navigateur, c'est bien un bouton « Je me déconnecte » qui se trouve sur le site. Et là, il va détruire le cookie et notamment l'identification de session. À partir de ce moment-là, vous pouvez être tranquille. Bon, mais ce n'est pas le seul problème. Quand on consulte un site internet, il y a des tas de connexions qui se font avec d'autres pages web et elles aussi, elles récupèrent des cookies. Ce sont les cookies tiers. Pour être tranquille, on peut donc bloquer la récupération de ces cookies dans les paramètres du navigateur. Enfin, on peut aussi ajouter des applications au navigateur pour bloquer les pubs des sites internet et les cookies qui vont avec. L'idée, c'est donc d'accepter uniquement les cookies dont on a besoin. Alors, pour détecter donc des messages qu'on pourrait dire potentiellement malveillants, déjà il faut regarder l'expéditeur, est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ou pas? Donc si c'est quelqu'un qu'on connaît, il faut quand même se méfier, parce que quelqu'un qu'on connaît peut envoyer malgré tout des messages malveillants. Si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, tout de suite il faut vraiment être très prudent. Notamment s'il y a une pièce jointe ou s'il y a un lien. Si c'est quelqu'un qu'on connaît et qu'il y a un lien, il faut regarder vers quel site le lien redirige. Et si c'est un site qu'on ne connaît pas, un site qui n'est pas institutionnel, un site qui n'est pas un site d'e-commerce connu, il vaut mieux ne pas cliquer, et quitte à appeler la personne et lui demander voilà, qu'est-ce que c'est que ce lien, qu'est-ce que tu veux me partager. Donc, par exemple, si on reçoit un message d'une banque et qu'il y a un lien qui va vers le site de la banque, il suffit de passer la souris sur le lien et bien voir que c'est la même redirection que l'expéditeur, donc la banque. Si c'est une destination différente, là, il vaut mieux rien faire. Voilà. Alors, le nec plus ultra pour se sécuriser, c'est de retaper soi-même le nom du site destinataire. Un smartphone, c'est d'abord un ordinateur, avec les mêmes contraintes de sécurité. Mais c'est plus connecté qu'un ordinateur portable. Vous avez donc la partie GSM, vous avez la partie Bluetooth, la partie Wi-Fi, la partie NFC, parce que maintenant, ça a du paiement sans contact. Tous ces éléments sont dans un smartphone commun. À partir de ce moment-là, on va dire, effectivement, je vais commencer à le protéger. Au niveau du GSM, j'ai un code PIN. D'accord, mais ça protège que l'accès vers l'opérateur en téléphonie. Le boîtier, lui, il est toujours en danger, donc je vais lui mettre un code de boîtier qui va me protéger à ce niveau-là. Par contre, si on me le vole, et si on est en capacité de prendre justement mon code de boîtier, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus protéger les données qui sont à l'intérieur? Dans ces cas-là, vous avez également des mécaniques qui permettent de chiffrer entièrement la partie privée de votre smartphone. C'est-à-dire que si je le perds ou on me le vole, j'ai perdu les données personnelles qui sont à l'intérieur, mais personne ne pourra les relire. Donc je n'aurai qu'une seule perte. Mais il est important de voir qu'il y a au minimum ces activités-là qui sont mises de manière native dans le téléphone. Après, tout le monde a un antivirus sur son téléphone, puisque c'est un ordinateur. Et ce n'est pas tout, il faut aussi penser à noter l'IMEI du téléphone, c'est son numéro de série. On l'obtient facilement en tapant étoile, dièse, 0, 6, dièse sur le clavier. Avec ce numéro, on peut bloquer le téléphone à distance s'il est volé ou perdu. Bon, et pour chiffrer le téléphone, c'est-à-dire rendre illisible tout ce qui est à l'intérieur, rien de plus simple. Il suffit d'aller dans les paramètres de sécurité et d'activer le chiffrement. Comme ça, personne n'a accès aux données. Le réseau social a pour objectif de fournir de l'information que vous-même avez décidé de mettre sur le domaine public. Elle doit demander une certaine vigilance, notamment au niveau des CGU, des conditions générales d'utilisation, car il est formellement explicité à l'intérieur des nombreuses pages du CGU l'emploi de ces données personnelles que vous avez mis dans la partie publique ou dans la partie privée du réseau social. Là encore, dans ces CGU, il est explicité ce que veut dire le mot « supprimer ». Supprimer, pour vous, ça veut peut-être dire destruction. Pour le service distant, ça veut peut-être dire « j'ai décidé d'abandonner mes droits sur ces fichiers-là. Et maintenant, ils m'appartiennent et j'en fais ce que je veux ». L'autre problématique vient de l'autre côté du service du réseau social qui change au fur et à mesure de l'évolution de son réseau, les conditions générales d'utilisation, voire plusieurs fois par an. Et dans ce cas-là, même des données qui revêtaient pour vous un caractère privé
peuvent tomber dans le domaine public et c'est à vous de cocher les bonnes cases pour pouvoir ramener l'ensemble de ces données-là vers un secteur privé. Mais là, ce n'est pas eux qui le feront naturellement. C'est vous qui devez le faire. Et si on n'a pas cet œil vigilant de regarder le paramétrage, de voir dans le secteur privé qu'est-ce qui se passe, malheureusement, on peut voir partir des données et nous revenir en boomerang sur d'autres réseaux alors que normalement, elles étaient considérées comme privées. Pour s'assurer qu'un paiement en ligne est sécurisé, il y a quelques règles. On doit être déjà sur le protocole HTTPS. C'est un minimum, avoir un protocole sécurisé de transactions. Le problème, c'est que mon ordinateur peut être compromis ou l'ordinateur distant peut l'être également. Donc, bien souvent, on fait appel à des services tiers, comme le 3D Secure, qui va renvoyer une nouvelle information de transaction sur votre téléphone pour confirmer à votre banque le paiement. À partir de ce moment-là, ces deux éléments de confirmation vont pouvoir valider la transaction financière. Donc c'est pour ça qu'il est quand même intéressant de faire ces achats sur des sites qui ont une certaine réputation. Une autre utilisation possible, c'est effectivement d'utiliser une e-card. Une e-card, c'est une carte bancaire, mais qui a un usage unique. Elle ne pourra pas être réutilisée, même en cas de capture d'une trame si on était par exemple sur un site non sécurisé. À partir du moment où elle a été consommée une seule fois, la transaction financière ne peut plus être produite. Et en règle générale, si un jour il y a un problème, il faut que la loi puisse également agir sur le site. Et si vous allez sur des sites où la loi française ne peut pas avoir accès, malheureusement, on ne pourra pas vous aider sur ces domaines-là. La métadonnée est un élément important parce qu'elle permet d'apporter de la connaissance sur le fichier ou le document auquel il se rattache. Le problème, c'est que la construction de cette métadonnée n'est pas obligatoirement un acte volontaire. Elle peut être automatique. Comme par exemple, les photos que l'on prend depuis nos APN, appareils photo numériques, de nos téléphones smartphones, auxquels on va rajouter une métadonnée qui a été prise volontairement avec la géolocalisation. Un exemple simple. J'ai mon fils qui me prend en photo, je suis au bord de la plage, là, il a décidé de mettre ça sur son réseau social. Le problème, c'est que de l'autre côté, le réseau social ayant une activité publique, d'autres personnes regardant également le réseau social, notamment par exemple des cambrioleurs, avec un clic droit, ils regardent où je me trouve à ce moment-là, je suis à 400 km de la maison, très bien, j'ai une maison vide, j'ai plus qu'à rentrer dedans puisque pendant un assez long moment, je vais être assez tranquille pour cambrioler. Comment faire? Si vous désactivez la géolocalisation, ça évitera d'avoir la métadonnée. Par contre, depuis les nouveaux règlements, le système d'exploitation est obligé maintenant d'avoir un bouton de désactivation de la géolocalisation et de la métadonnée qui sera mise sur l'image. Donc là, c'est une fonctionnalité que vous avez en plus dans votre système d'exploitation. Une autre solution, c'est d'utiliser des logiciels qui suppriment les métadonnées comme par exemple Metadata Stripper pour les photos. Mais des métadonnées, il y en a dans tous les fichiers. En allant dans les paramètres du logiciel, on peut enregistrer le document et supprimer les informations personnelles qu'il contient, comme le nom de l'auteur, la date de l'enregistrement ou encore les statistiques liées au document. En France, depuis la loi Informatique et Liberté de 1978, lorsqu'une entreprise privée ou une administration, par exemple, souhaite collecter vos informations personnelles, elle a l'obligation de vous en informer. Malheureusement, cette information figure souvent, vous savez, en tout petit, dans les conditions générales d'utilisation qui font des dizaines de pages et qui généralement ne sont pas très compréhensibles. Bref, dans la pratique, quels sont nos droits d'internautes? Quels sont aussi les droits et les obligations des entreprises de services qui se multiplient sur Internet? Ce sont quelques-unes des grandes questions que nous avons posées aux représentants de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La notion de données à caractère personnel, elle ne se limite pas à des informations directement identifiantes. Votre nom, votre prénom, votre adresse mail, ce sont évidemment des données à caractère personnel, mais en fait tout ce qui va permettre de vous cibler, de vous suivre, de vous surveiller, de vous profiler, parce que ce sont des choses qui parlent de votre activité et qui sont reliées à vous
directement ou indirectement, vont être considérées comme des données à caractère personnel. Donc, des identifiants machines, comme l'adresse IP, ou comme un certain nombre d'autres choses, on peut appeler les adresses MAC, par exemple, des cartes Wi-Fi de votre smartphone ou de votre ordinateur, selon le contexte, c'est-à-dire si elles sont directement, si elles sont reliables à votre personne de manière précise, vont être considérées comme des données à caractère personnel. Ce n'est pas globalement l'adresse IP qui est une donnée à caractère personnel. Pour donner un exemple précis, si vous êtes parfois à votre travail, peut-être que tous les gens de l'immeuble vont avoir, lorsqu'ils vont sur Internet, une adresse IP qui va être identique. Donc de ce point de vue-là, le caractère de données à caractère personnel de cette adresse IP, voilà, il est peut-être un petit peu plus difficile à saisir, mais en revanche, quand on est dans un contexte où il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'on puisse vous réidentifier d'une manière ou d'une autre, oui, on va considérer ça comme des données à caractère personnel. Le site internet ou l'entreprise ou l'administration qui vous rend un service va avoir le droit de traiter des données qui vous concernent en fonction de son but. C'est-à-dire qu'il y a un service, il y a quelque chose qui est fait, il y a des choses qui sont logiques, légitimes, légales, proportionnées à ce service. Donc si c'est pour vous donner rendre un service par exemple financier ou pour vous donner une recommandation localisée, par exemple vous cherchez un restaurant pas loin de chez vous, évidemment le fait de pouvoir avoir accès à votre localisation, l'endroit où vous êtes, c'est légitime. Ce qui va poser question, ce que nous en tant que par exemple régulateurs on va regarder, c'est est-ce que la collecte de données est proportionnée au service, c'est-à-dire est-ce que par exemple le service en question ne récupère pas ces données quand je ne suis pas en train d'utiliser tout simplement le service. Vraiment l'idée c'est de ne pas permettre à ce qu'on appelle des responsables de traitement, donc ceux qui sont responsables de ces collectes, de prendre prétexte d'un service qui peut être très utile pour en profiter, pour faire de la publicité là où ce n'est pas prévu, utiliser ça à des fins marketing quand c'est pas prévu, ou parfois pour faire des choses même encore un peu moins licites, du type porter atteinte à l'intimité de la vie privée par une surveillance exagérée. Vous avez toujours le droit d'être informé et vous pouvez vous opposer à cette collecte et à ce traitement. Et dans d'autres cas, en fonction d'un certain nombre de critères et de différents sujets, vous allez être informé et devoir donner votre consentement avant que ça puisse avoir lieu. C'est souvent ce qu'on distingue, vous savez, même parfois ce que tout le monde connaît avec ces cases à cocher dans un certain nombre de formulaires en ligne, par exemple. Donc il y a toujours effectivement le consentement, c'est-à-dire le fait d'exprimer de manière non ambiguë et claire le fait qu'on accepte un traitement de données à caractère personnel est effectivement un principe très important et dans beaucoup de cas, il faut que ce qu'on appelle donc les responsables de traitement, ceux qui font ces traitements et ces collectes de données, soient en mesure de prouver qu'ils ont obtenu le consentement de l'utilisateur. La législation européenne prévoit parmi les droits des personnes le droit d'accéder aux données, c'est-à-dire de pouvoir les demander, voir, savoir très précisément ce qui est détenu, et éventuellement le droit de demander qu'elles soient rectifiées ou supprimées. Alors le droit à la suppression, il n'est pas absolument automatique, il y a des cas où il peut y avoir des obligations légales de conserver des données ou des choses comme ça, donc il ne suffit pas de demander pour que tout soit effacé. Il n'y a pas de droit général à l'effacement ou à l'oubli, ni sur Internet, ni ailleurs d'ailleurs. Mais en revanche, ce droit de demander la suppression ou éventuellement le déréférencement, par exemple, aussi d'un certain nombre de choses, il existe et il est aujourd'hui utilisable par les citoyens. Si on prend cet exemple de Facebook, vous avez le droit en tant que résident citoyen européen de demander à Facebook qu'il vous délivre la totalité des informations qu'il détient sur vous. Et éventuellement, si vous découvrez des choses qui sont erronées ou fausses, de demander à ce qu'elles soient rectifiées ou effacées. Un étudiant autrichien, par exemple, a demandé la totalité de données qu'il concernait à Facebook et a reçu un document de 1200 pages contenant la totalité des éléments que Facebook connaissait sur lui. Aujourd'hui, le règlement européen à la protection des données prévoit que toute entreprise qui a un établissement stable quelque part sur le territoire de l'Union européenne ou même si elle n'a pas un établissement quelque part sur l'Union européenne, fournit des services à destination des résidents
du continent européen va devoir se conformer à ce règlement. Et les autorités, pas seulement la CNIL, tous nos homologues, les autorités européennes de protection des données, sont en mesure de demander des explications, des éléments de preuve, des indices et des réponses à ces entreprises. Pour citer quelque chose qui est public, peut-être, vous avez entendu parler récemment, il y a eu des questions de fuite importante de données à caractère personnel pour une grande entreprise du transport, Uber pour ne pas la nommer. Les autorités européennes de protection des données ont adressé un courrier à Uber lui demandant de s'expliquer sur cette fuite de données. On va voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent, mais malgré le fait qu'en Europe, Uber par exemple soit installé plutôt aux Pays-Bas et pas spécialement en France, on a des outils aujourd'hui juridiques qui se mettent en place qui permettent d'adresser ces situations. Ces outils sont loin d'être parfaits, ils sont encore en construction, mais on n'est pas sur il ne faut pas croire que le Far West absolu règne dans ce monde-là. En tout cas, il faut se battre pour que ce ne soit pas le cas. La CNIL est contactée très régulièrement par des citoyens pour des sujets extrêmement variés. On reçoit plusieurs milliers de plaintes par an de citoyens. Cette plainte est gratuite, ça passe par le site de la CNIL. Et en fonction des plaintes qu'on reçoit, on peut déclencher effectivement derrière des processus de contrôle ou de sanction lorsqu'on le juge approprié. Les périmètres peuvent être très larges, ça peut être des salariés qui s'inquiètent d'une pratique de leur employeur, par exemple sur des caméras de vidéosurveillance. Ça peut être des choses plus traditionnelles dans le cadre des relations commerciales entre un client et une entreprise. C'est très vaste. On a un pouvoir de sanction qui est à la fois un pouvoir de sanction pécuniaire, on peut infliger des amendes, et puis qui peut aller aussi passer par une sanction publique, le fait de signaler au plus grand nombre le fait qu'un manquement à la loi a été constaté. Donc on a des moyens qui sont importants et dans un certain nombre de cas, on peut aussi aller jusqu'à des choses qui correspondent à demander l'arrêt d'un traitement qui serait illicite. Mais il est vrai qu'il faut le reconnaître, c'est souvent la sanction pécuniaire ou la sanction d'image qui est la plus visible et la plus redoutée par les entreprises. Voilà, j'espère que ce dossier vous a plu et surtout qu'il vous sera utile. Et si vous voulez en savoir plus sur vos droits d'internaute, je vous conseille vivement d'aller sur le site de la CNIL qui nous délivre beaucoup d'informations pratiques et très concrètes. Donc maintenant, vous avez compris, vous ne likez plus rien, vous ne partagez plus rien, sauf ce dossier évidemment, car là, c'est pour la science. Ciao!